Bonsoir à toutes et à tous. Très heureux de me retrouver dans cette deuxième séance sur l'introduction à la philosophie. Dans le plan que nous avons préparé, cette deuxième séance est consacrée à la question du désir de connaître. Rappelez-vous, pendant toute la première, on a fait une longue introduction qui avait pour but d'essayer de montrer en quoi la philosophie n'est pas tout à fait réellement celle que l'on nomme philosophie aujourd'hui. Les philosophes ne sont pas tout à fait les philosophes que l'on nomme aujourd'hui. Bref, on ne sait pas trop ce que c'est que la philosophie. Et que le but de ce cours, c'est de vous rendre un petit peu philosophe. Vous donner la possibilité de philosophie. La première partie de cette deuxième séance s'appelle la logique et les questions. Alors, pour ceux qui ont peur de tout ce qui est un petit peu mathématique, de tout ce qui est un petit peu raisonnement et ainsi de suite, ne vous en faites pas, ce n'est pas ce que nous allons voir tout de suite. La seule chose que nous devons comprendre, c'est que lorsque nous commençons la démarche philosophique, on ne peut pas la faire sans une certaine méthode. Et on ne peut pas se lancer dans la philosophie en total impro. Beaucoup de mes étudiants me surprenaient parce que, vous savez, quand on donne une bibliographie à des étudiants, notamment des étudiants en licence, vous donnez un nombre de livres à lire pour votre cours, eh bien, vous avez certains étudiants qui vont lire tout, sauf les livres que vous leur avez recommandés. Et qui viennent vous voir et qui vous disent sur votre thème de cours, j'ai trouvé un merveilleux livre sur, vous prenez n'importe quel auteur qui n'était pas forcément au programme. Et en fait, c'est que on a une espèce de petite défiance par rapport à tout ce qui est méthode, tout ce qui va nous contraindre, et notamment dans le monde de la pensée. C'est-à-dire, on se dit, mais on aimerait bien pouvoir penser par nous-mêmes, point barre. Et c'est un petit peu le même sentiment que les personnes qui s'installent devant un piano et qui n'ont jamais fait de piano de leur vie. Vous savez, ils vont faire 2-3 notes, ils vont faire 2-3 accords, ça va être très intéressant, ça va être très beau, et au bout de 20 minutes, ils auront fait le tour de l'instrument et de leur propre capacité. Et malheureusement, c'est un petit peu la même chose que l'on observe dans la philosophie. C'est-à-dire celui qui s'essaye à la philo en s'essayant à la philosophie, eh bien malheureusement, il va souvent s'arrêter. Et s'arrêter à quoi ? À ce qui lui plaît. Et c'est un petit peu le danger qui nous guette lorsque nous commençons à faire de la philosophie, c'est de prendre les philosophes qui nous plaisent. Il y en a un qui fait cet effet-là un peu à tout le monde, c'est Nietzsche. Nietzsche, vous le lisez, alors il y a plusieurs choses. Premièrement, vous êtes flatté parce que vous comprenez ce qu'il dit. Et deuxièmement, ça vous plaît parce que c'est un style quasiment littéraire. Donc c'est très agréable à lire. Certains philosophes, vous savez, des vulgarisateurs, et vraiment je ne leur jette absolument pas la pierre, mais se sont spécialisés là-dedans, rendre accessible de manière littéraire des concepts qui peuvent sembler un peu ardus. Or, nous l'avons vu, la philosophie n'est pas d'abord la lecture de certains livres, mais c'est d'abord un exercice intellectuel. Et donc il va falloir un amour de la sagesse. Vous vous rappelez ce qu'on avait vu la dernière fois. Un amour de la sagesse. Et donc il va falloir voir comment apprendre à aimer la sagesse. Vous allez me dire, est-ce qu'il y a une méthode, par exemple, en amour? Je vous pose la question. Est-ce qu'il y a une méthode en amour? Il y a des bases. Il y a des bases. Il y a des principes. Il y a la particularité de chaque individu, mais il y a des bases. Si on respecte ces bases, on s'offre la possibilité de. Si on ne respecte pas ces bases, quoi qu'il arrive, on va dans le mur. Ok, j'aime bien. C'est vrai qu'on ne va pas forcément parler de méthode en amour. Parler de la méthode en amour, celui qui va vous vendre une méthode en amour, vous savez, à coup de livres, voilà, ou à coup de je sais pas, de vidéos YouTube ou de n'importe quoi, la méthode pour être amoureux, ou la méthode pour tomber amoureux, ou la méthode pour survivre en amour, etc. Méfiez-vous. C'est-à-dire, il en veut principalement à votre portefeuille, donc n'y allez pas. Principe, est-ce qu'on peut parler de principe? Voilà.
En revanche, vous avez employé un mot qui est intéressant, le mot de base, qui est un terme militaire à la base. Mais base, vous voyez, c'est le fait qu'il y ait une fondation. Il y a des principes à respecter. Eh bien, en amour, les principes à respecter, évidemment, vous allez prendre du côté de la dignité de la personne, par exemple. L'amour ne supporte pas l'indignité. Hein. Vous allez prendre la liberté. L'amour ne supporte pas l'esclavage ou ne supporte pas la préhension, la prédation. Vous avez la bienveillance. L'amour ne supporte pas la malveillance. Voilà. Vous voyez des principes qui sont un petit peu de base. Et en fait, quand on vous les explicite, c'est normal. Voilà. Il y en aurait d'autres, mais mon sujet n'est pas l'amour, justement, donc on va laisser ça de côté. Mais en philosophie, c'est un peu la même chose. Il y a des bases. Il y a des principes à admettre. Et si vous ne les admettez pas, vous allez faire des petits morceaux de piano philosophiques, mais en fait, vous n'allez pas pouvoir continuer l'esprit philosophique. Et donc, c'est ce qui va venir distinguer les penseurs des philosophes. Vous avez de très grands penseurs, c'est-à-dire des gens qui pensent, qui sont virtuoses dans l'art de manier les mots, qui ont des fulgurances de sagesse. Un que j'aime beaucoup particulièrement, un bon penseur, un beau penseur, c'est Dormesson, Jean Dormesson. Vous voyez, c'est un bon penseur, c'est-à-dire qu'il manie les concepts, il est capable de jongler avec, il a des fulgurances, des sagesses. Souvent, vous trouvez de grands penseurs du côté des littéraires, justement. Mais ce n'est pas la même chose que le philosophe. Le philosophe, lui, il n'est pas réellement un penseur. Et même, la plupart du temps, le philosophe ne va pas forcément essayer de vous plaire. Vous lisez un philosophe, vous vous dites, mais pourquoi il a écrit un tel livre? En fait, c'était pour ne pas être lu qu'il a écrit ce livre. Je me rappelle, un de mes professeurs me disait, je lui avais rendu, c'était mes premières copies, je lui avais rendu ma copie, il m'a dit, vous avez exactement le même style que votre maître Aristote. Oh, j'étais hyper content, il me dit, vous êtes imbuvable. Je ne trouvais pas ça très sympa, et en même temps, c'est vrai, vous lisez Aristote, vous lisez Kant, vous lisez Descartes, c'est des livres, c'est pas un livre de chevet. Et même d'ailleurs, les personnes qui lisent de la philosophie, vous savez, je leur déconseille de le lire le soir. Car de la vraie philosophie va vous réveiller et va vous empêcher un peu de dormir. Si elle vous assomme, c'est qu'a priori, c'est pas de la vraie philosophie. Qu'est-ce que vous définissez comme penseur? Alors, la philosophie, c'est l'exercice de la pensée. Exactement, je vais y arriver. Prenons au tout début le fait que, en gros, penseur, c'est un exercice philosophique sans méthode. D'accord. C'est-à-dire que c'est un exercice de la pensée, et donc ça donne lieu à une certaine sagesse. Ça peut donner lieu. Ça peut. Mais c'est par accident. Mais c'est par accident, exactement. Ça ne va pas être nécessaire. Le philosophe, lui, quand il s'exerce à la pensée, il a une finalité. Quelle est cette finalité? Le vrai. D'accord? Il cherche le vrai, le philosophe. Alors, chercher le vrai, on va voir un petit peu ce que c'est que la vérité. Mais il y a des points de départ. Vous voyez, vous m'avez parlé de base. Il faut savoir qu'il y a des points de départ en philosophie. Les points de départ, je vais d'abord en parler d'un point de vue existentiel, affectif, et ensuite d'un point de vue plus rationnel. Il existe deux points de départ affectifs. Le premier s'appelle l'émerveillement, le deuxième s'appelle l'angoisse. Vous voyez? Et on est sur un grand écart émotionnel, mais qui mène pourtant à la même démarche, qui peut mener à la même démarche. L'émerveillement, qu'est-ce que c'est? L'émerveillement, c'est le fait de considérer une réalité qui semble nous dépasser, et parce qu'elle nous dépasse, elle provoque en nous un attrait. D'accord? Si nous sommes émerveillés de quelque chose, c'est que cette chose que nous ne comprenons pas, qui nous dépasse complètement, eh bien, nous avons envie de nous y unir. Voyez, par exemple, vous arrivez en haut d'un sommet d'une montagne, vous êtes en pleine escalade, vous arrivez en haut d'un sommet, vous regardez le panorama, vous êtes totalement émerveillé parce que vous saisissez quelque chose qui vous dépasse totalement, et il y a
même affectivement, il y a une espèce de petite mélancolie qui s'installe, très étonnante. C'est-à-dire vous êtes à la fois confronté à quelque chose de beau, et en même temps, vous avez envie de vous y unir. Les mélomanes d'entre vous, par exemple, la musique. Vous écoutez une musique, au sein de cette musique, si cette musique vraiment vous transporte affectivement, eh bien, vous avez envie de la réécouter en boucle, qu'elle ne s'arrête pas. Vous avez envie de vous y unir. Parfois même, il y en a certains qui dansent sur de la musique. C'est-à-dire qu'ils ont envie d'unir leur corps à ce qui se passe dans la musique. Quand vous êtes en train de prendre votre enfant dans les bras, parfois il y a un moment où vous vous dites « mais ça me dépasse ce qui est en train de se passer ». Dans le couple, dans l'amour, etc. Bref, l'émerveillement, c'est le fait de côtoyer quelque chose qui nous dépasse et qui nous attire. C'est un attrait du beau. Du beau, du vrai, du bien. Ça peut être... vous avez par exemple des mathématiciens ou des astrophysiciens qui vont, en contemplant la voûte céleste, être absolument subjugués par cette réalité. Pas parce qu'elle est belle, mais parce qu'elle est ordonnée, par exemple. Vous voyez les 4 lois physiques qui se retrouvent partout. C'est pas possible, c'est incroyable. Et donc c'est le vrai. Certains, ça va être le bien. C'est-à-dire vous observez des personnes qui sont inspirantes. C'est le grand mot à la mode, mais qui sont inspirantes. Vous regardez une vie donnée, Mère Teresa, par exemple. Eh ben, il y a des personnes qui sont émerveillées. Il y a quelque chose qui dépasse chez cette femme. Quelque chose qui dépasse l'ensemble de ce qu'on peut se représenter. C'est incroyable. Donc l'émerveillement. Il y en a d'autres, c'est l'angoisse. Alors c'est plus français. L'angoisse. C'est-à-dire l'angoisse, c'est être confronté à une réalité qui nous dépasse et en avoir peur. Mais attention, parce que la peur a un objet. Vous voyez, vous avez toujours peur de quelque chose. Un enfant, il a peur du monstre qui se trouve sous son lit. On peut avoir peur, je ne sais pas, on peut avoir peur de l'étranger, on peut avoir peur de l'autre, on peut avoir peur de, je ne sais pas, de la violence, on peut avoir peur de la souffrance, on peut avoir peur de la mort, etc. Ça, ce sont des peurs. L'angoisse, c'est une expérience de crainte diffuse. Les grands angoissés, ça va être par rapport à des questions, par exemple, existentielles. Qu'est-ce que je fais là ? Pourquoi je suis sur cette terre? Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Qu'est-ce qu'il y a après la mort? Qu'est-ce que la vie? Qu'est-ce que le bien? Qu'est-ce que le vrai? Qu'est-ce que le beau? Et ces questions-là, au lieu d'entraîner un émerveillement, vont entraîner une crainte. Une inquiétude, si on veut être plus augustinien, vous voyez dans le mot inquietudo, sans repos, c'est-à-dire qu'il va y avoir une inquiétude intérieure. Le commencement de la philosophie, c'est le sentiment de finitude et d'être confronté à quelque chose qui nous dépasse, que ce soit qui nous attire. Tout à fait, oui, vous avez raison. Au final, ça revient. C'est pour ça que je vous dis, par exemple, vous avez deux expériences sentimentales, émotionnelles, qui sont en fait la même réalité. Je suis confronté à quelque chose qui me dépasse. Les Grecs l'avaient vu, vous voyez, quand pour eux, le péché par excellence, alors ils ne parleraient pas de péché, mais la faute par excellence, c'est l'hubris. L'hubris, ça désigne quoi? C'est la démesure. Qu'est-ce que c'est que la démesure pour un grec? C'est que l'homme se prenne pour un dieu. Et quand l'homme se prend pour un dieu, attention, c'est pas le dieu des chrétiens, c'est pas le dieu des musulmans, c'est pas le dieu des juifs, c'est un dieu grec, c'est-à-dire qui ne meurt pas. Que l'homme envisage sa vie comme si elle n'avait pas de fin, comme si elle n'avait pas de terme. Vous voyez? Et si l'homme n'a pas en lui cette conscience-là, eh bien malheureusement, il ne peut pas commencer la philosophie. Mais ça, ce sera la prochaine séance. Pour le moment, on voit juste qu'au tout début, il y a angoisse ou émerveillement. Résultat, qu'ont fait les inventeurs de la philosophie? Parce que angoisse et émerveillement, c'est humain. Sachez que si l'homme de Néandertal s'est mis à peindre sur des murs, c'est qu'il y avait quelque chose. Vous voyez, ne nous représentons pas des singes et s'essayant à la couleur. Non. Ce que nos ancêtres ont essayé de faire, c'est de représenter quelque chose. Alors parfois c'est de la chasse, parfois c'est l'animal. Ils ont représenté un animal. Pourquoi ils ont voulu représenter un animal? Et pourquoi cet animal-là? Pourquoi le fixer? C'est qu'il y a quelque chose qui les dépassait. Donc cette expérience-là, elle est partagée par tous les humains.
Ne vous en faites pas. Et souvent, elle commence à l'âge de 5-9 ans. Coupons la poire en deux, 7 ans. Qu'on a appelé l'âge de raison. Ce n'est pas pour rien. C'est-à-dire qu'à ce moment-là interviennent les premières questions et les premières angoisses ou émerveillements. Premiers émerveillements. Cette expérience-là, les philosophes grecs, les premiers philosophes se sont dit, très bien, on va investir cette angoisse et cet émerveillement, on va essayer d'utiliser notre raison pour cadrer. Pour que l'angoisse ne soit pas trop angoissante, pour que l'émerveillement ne soit pas de l'extase. En gros, il faut que ma réaction par rapport à ceux qui me dépassent ne me dépasse pas. Et donc, il faut que je recadre cette expérience-là. Et alors, comment ils vont faire? Eh bien, ils vont essayer d'exprimer leurs angoisses par des questions. D'exprimer leurs émerveillements par des questions. Et de chercher les réponses. C'est la première étape. Tant que vous n'avez pas nommé les questions qui vous animent, en réalité, vous ne pouvez pas commencer la philosophie. Tant que c'est diffus, tant qu'en fait vous êtes juste à vous ronger les ongles, eh bien malheureusement, vous ne commencez pas la philosophie. Tant que vous êtes juste béat devant la nature, vous ne commencez pas la philosophie. Vous commencez la philosophie à partir du moment où vous commencez à vous dire, eh bien, exemple, un adolescent avec Parcoursup et compagnie, on les saoule complètement, eh bien, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Et donc à ce moment-là, voilà, vous avez une question. Et là, le philosophe ne se dit pas, cette question doit me déborder dans l'angoisse ou dans l'émerveillement, mais il faut que je l'investisse. Et donc il va falloir que je fasse preuve de logique. Donc je comprenne comment la réalité fonctionne, comment moi-même je comprends les choses. Bref, il va falloir que j'essaye de devenir intelligent. Le problème de la philosophie, c'est que ça suppose que la personne essaye d'être intelligente. Et vous voyez, sur le fronton de l'Académie de Platon, Platon avait fondé une école qu'il avait appelée l'Académie, et il y avait marqué « Nul n'entre ici s'il n'est géomètre ». Une école de philo. Nul n'entre ici s'il n'est géomètre. En gros, on ne commence pas à essayer de répondre à qu'est-ce que je vais faire de ma vie si on ne s'est pas exercé sur des choses faciles. Alors désolé pour ceux qui ont été traumatisés par la géométrie ou par les mathématiques étant plus jeunes, mais pour les Grecs, ça, ce sont les choses faciles. Pourquoi c'est facile? Parce que 2 plus 2 égale 4. Vous posez la question, combien font 2 plus 2? La réponse est facile. Elle est évidente. Et donc, il faut s'exercer d'abord à savoir répondre à ces petites questions-là, avant de commencer à se demander, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Et c'est pour ça que je vous parle d'une méthode. Et qu'on ne peut pas commencer la philosophie sans être intelligent. Et donc, comment on est intelligent? Eh bien, il faut d'abord définir ce que c'est que l'intelligence. Qu'est-ce que c'est que l'intelligence? Alors, j'ai entendu votre camarade tout à l'heure qui, dès que j'ai dit intelligence, a sorti l'étymologie latine. Interligere, faire des liens. Vous avez dû l'entendre tout le temps. Être intelligent, c'est faire des liens. Bah non. Parce que à force de définir comme ça, eh bien on ne comprend plus la différence entre un animal et un homme. Parce qu'un animal fait des liens. Même le poisson rouge, vous savez, on m'avait dit que le poisson rouge n'avait aucune mémoire, qu'il fait le tour de son bocal et en fait il ne se rappelle plus de son bocal, genre de truc complètement absurde. Pourquoi? Parce que le poisson rouge, quand vous apportez son petit truc de nourriture, d'un coup il se met à frétiller. Il voit que vous arrivez avec le truc de nourriture et là il se met à faire à la surface. Il a fait un lien entre ce qu'il voit et la bouffe qui va venir.
Les chiens rêvent. C'est-à-dire qu'ils ont des représentations mentales. Oui, je ne sais pas si vous voyez des chiens, vous savez, qui sont en train de dormir et qui commencent à battre des pattes comme ça et puis à aboyer, enfin, ils essaient d'aboyer, etc. Parce qu'ils sont en train de rêver. Vous regardez un singe, je vous invite à aller dans des zoos ou dans des parcs animaliers, etc. Vous regardez un singe, moi j'aime bien, je regarde pendant longtemps parce qu'ils sont très perturbants, notamment dans le regard des grands primates. J'ai l'impression de vous voir, c'est très, très perturbant. Mais ce sont des êtres qui sont capables de faire des liens, et heureusement. Donc l'intelligence, c'est pas faire des liens. Ça, c'est le propre de l'imagination. L'imagination, c'est faire des liens. C'est retenir des choses et faire des liens. Regardez, par exemple, vous pouvez même créer des choses absurdes. Vous prenez un poisson, vous prenez une femme, vous les coupez en deux, vous avez une sirène. Voilà, vous pouvez faire plein de trucs. Un cheval, une corne, une licorne. Allez, votre imagination peut faire plein de choses. Peut faire plein de liens entre plein de trucs. Mais ce n'est pas ça l'intelligence. Alors il y a d'autres personnes qui vont dire que être intelligent, c'est avoir de la culture. Vous voyez, on a un mythe, notamment en France, particulièrement, de la culture générale. L'épreuve de la culture générale. Alors bon, il faut bien se rendre compte d'une chose, c'est que la culture, si vous ne comprenez pas ce que c'est que la culture, eh bien vous ne comprenez pas l'arnaque qu'est la culture générale. Parce que la culture, c'est quoi? C'est une connaissance sociale. La culture, c'est le fait de connaître des choses qui ont un sens pour le groupe social auquel vous appartenez. Si vous allez réciter du Phèdre dans le texte à des Esquimaux de la banquise, pas sûr que ça leur parle énormément. Vous le faites par contre dans votre petit club de théâtre, bordelais, etc. Là, ça va être super. Si je vous dis par exemple que le deuxième Castlevania Lord of Shadow est bien moins bon que le premier, ça va parler à très peu de personnes. Parce que je vais m'adresser à quelle culture? La culture des gamers. C'est de la culture. C'est de la culture. Ça va parler qu'à une certaine communauté. Il y a de la culture religieuse qui va parler à des religieux. Vous voyez, quand vous faites les blagues chrétiennes, vous savez, moi j'aime bien en faire une, vous voyez, quand vous dites à quelqu'un que vous ne la connaissez pas ou que vous ne le connaissez pas, et vous rajoutez, évidemment je ne parle pas du sens biblique, parce que connaître au sens biblique veut dire faire l'amour. Bon, c'est une blague qui ne parle qu'à des biblistes, ou qu'à des gens qui ont fait de la philosophie médiévale. La culture, en tant que telle, elle est excluante ou incluante. Et les épreuves de culture générale, c'est quoi? C'est avoir des connaissances pour appartenir à un certain cercle social. Ce n'est pas ça être intelligent. Parce que tout groupe social a de la culture. La culture générale, ce serait peut-être avoir un petit peu de culture de tous les groupes sociaux. Or, c'est rarement le cas. Et en fait, on a réussi à illusionner les personnes sur le fait que avoir de la culture générale, c'était être intelligent. Pourquoi? Parce que les épreuves de culture générale sanctionnent les concours des grandes écoles. Or, les gens en grandes écoles sont au sommet du groupe social, donc on considère que ceux qui sont au sommet sont les plus intelligents. Donc, la culture générale, c'est l'intelligence. Mais non, c'est pas ça, être intelligent. Aristote était sûrement très intelligent, il ne connaissait pas, par exemple, la culture de l'ensemble de l'empire d'Alexandre le Grand. Par contre, il est vrai, et c'est vrai, celui qui est intelligent s'intéresse à tout. Donc, celui qui s'intéresse à tout, par là même, va avoir beaucoup de culture, parce qu'il va se questionner sur énormément de choses. Mais avoir de la culture générale n'est pas l'intelligence. Alors il y a des gens qui sont un petit peu plus malins, qui vont dire, voilà, avoir de l'intelligence, être intelligent, c'est mettre de l'ordre dans les choses. Alors j'aime bien cette définition-là. Elle est un peu plus rare, mais il y a des personnes qui disent, voilà, quelqu'un qui est très intelligent, c'est quelqu'un qui arrive à tout ordonner. Vous voyez, c'est assez vrai,
jusqu'à un certain stade. Vous avez premièrement deux types d'intelligence qu'on peut distinguer. L'intelligence pratique et l'intelligence que l'on va dire spéculative, ou l'intelligence des choses intellectuelles, vous voyez. L'intelligence pratique, c'est quoi? L'intelligence pratique, c'est j'ai un objectif, je mets mon intelligence au service de comment trouver les moyens pour atteindre cet objectif. D'accord? Ça va être, par exemple, les hommes politiques. Je veux être élu. Comment je vais être élu? Et vous avez des gens qui sont plus ou moins intelligents, pratiquement. Regardez un coffre de voiture. Je dois rentrer tant de bagages dans un coffre de bagnole. Il y a des gens qui sont largués dès le moment où ils reçoivent les valises, vous voyez. Il y en a d'autres, ils voient les valises, ils ont déjà comment ça va rentrer. Même, ils savent si ça va rentrer ou pas. Ça, c'est de l'intelligence pratique. Vous le dérivez. L'intelligence pratique, par exemple, ça va être aussi le fait de dire, voilà, j'ai envie de faire tel métier, je vais prendre telle étude. Me connaissant, c'est les meilleures études pour avoir tel métier. Ça, c'est l'intelligence pratique. Vous avez des gens qui sont des génies à ce niveau-là. Vous avez des hommes politiques, vous avez parlé de l'art de la guerre lors de la première séance. L'art de la guerre, c'est vraiment l'explicite d'une stratégie de l'intelligence pratique. Un des hommes politiques qui actuellement, à mon sens, a une intelligence pratique redoutable, c'est Donald Trump. Donald Trump a parfaitement compris quel était l'électorat qu'il devait viser aux États-Unis. Et donc, lui qui est pourtant issu, qui est multimillionnaire, qui est issu de la haute, il sait parfaitement s'adresser à des gens qui sont plutôt de la base commune. Il y a une intelligence pratique. Et ça, vous voyez, c'est mettre de l'ordre. Mais ce n'est pas la même chose que l'intelligence spéculative. L'intelligence pratique, elle vise l'agir. Je veux agir. Je veux agir d'une certaine manière. Comment je fais? Les artistes, par exemple, ils ont une grande intelligence pratique. Vous voyez, celui qui est en face d'une statue, qui est en face d'un bloc de marbre, et qui se dit, je dois faire une statue. Eh bien, il faut une intelligence pratique redoutable pour justement ne pas flinguer le bloc de marbre. La musique, c'est pareil. Il y a une idée de la musique, il y a quelque chose, il y a des accords. Ah, ça pourrait très bien aller bien avec. Et donc, je fais ça pour que tel mouvement entraîne telle chose, et ainsi de suite. L'intelligence spéculative, c'est une intelligence qui ne vise pas à ordonner les choses, mais à connaître l'ordre des choses. D'accord? L'intelligence spéculative, ce n'est pas celle qui veut ordonner les choses, mais qui veut connaître l'ordre des choses. Exemple, ça va être celui qui, je ne sais pas, regardant un nuage, va se dire comment un nuage se forme. Celui qui va regarder les rayons du soleil et qui va essayer de se demander qu'est-ce que c'est que la lumière? Qu'est-ce que c'est que les choses? Qu'est-ce que c'est? Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et là, à nouveau, et ça répond à votre deuxième question, donc je suis désolé, j'ai mis pas mal de temps à y répondre, il y a des différences. Il y a des personnes qui ont plus ou moins de facilité à cela. Même si la philosophie est soi-disant faite pour tout le monde, ce que je ne crois pas, eh bien, tout le monde ne sera pas aussi puissant intellectuellement. C'est-à-dire, n'aura pas forcément les capacités pour saisir l'ordre inhérent des choses ou pour mettre de l'ordre facilement dans les choses. Mais prenez un exemple tout bête. Est-ce que tout le monde est bon coureur? Non. Non, mais j'arrive tout de suite. Alors oui, ok. Je vous suis là-dessus. Mais du coup, est-ce que on peut considérer que la nature est bien faite, et donc celui qui a moins de capacité
aura par exemple moins d'angoisse existentielle. Oui. Oui. Qu'au moins, ça compense. Le proverbe... J'ai la même angoisse Non. que le mec intelligent, mais j'aurai moins la capacité d'y répondre. Et non, le proverbe « les imbéciles sont heureux » est vrai. Bienheureux. Bienheureux les idiots, hein, mais vraiment. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que C'est l'intelligence... la même chose, c'est le caillou dans la chaussure. Il y en a qui sont très intelligents, mais qui n'ont pas ce petit caillou dans la chaussure qui leur fait se questionner toute la journée à propos de tout. Alors, on va voir. On va voir parce que peut-être qu'ils sont devenus philosophes. Ils ont répondu à la question. Vous voyez, en fait, pour vous compreniez un petit peu la thèse là, de ce que je suis en train de vous dire, la philosophie, on a vu la semaine dernière que la philosophie c'était l'amour de la sagesse. Aujourd'hui, on voit la philosophie comme un remède. D'accord ? Ceux qui ont l'habitus philosophique, ceux qui ont l'esprit philosophique à l'intérieur d'eux, ils sont un peu malades. C'est-à-dire qu'ils ont un désir de connaître qui prend beaucoup de place. Et donc, il va falloir y répondre. Vous voyez ? Et très clairement, tout le monde n'est pas fait pour la vie philosophique. Moi, il y a des étudiants en philosophie, je leur disais à la fin de la licence, je pense que ce serait bon pour vous que vous arrêtiez la philo. Et c'était difficile pour eux. Mais parce qu'il y en a certains où l'étude intellectuelle, en fait, les paralyse, les surangoisse, les choses comme ça. Parce qu'on va y venir. On va y venir, hein. Mais faire de la philosophie donc suppose d'être intelligent. La deuxième étape, c'est que la philosophie suppose d'être morale. Pardon, d'être morale. D'être bien éduqué. De ne pas avoir des passions qui partent dans le décor, vous voyez. Je parle d'un postulat qui nous est donné par les sciences neurocognitives. Ouais. En même temps, on sait aujourd'hui que c'est le langage qui conditionne la pensée. Et la différence qu'il y a entre l'intelligence pratique et l'intelligence spéculative, est-ce que c'est pas juste une question de langage en fait? Parce que, pour reprendre l'exemple que vous avez donné sur le corps, c'est du Tetris, c'est un langage. Moi qui suis matheux, c'est un langage, c'est de la nuance. Alors en fait, vous voyez, cette thèse-là, en fait c'est fou parce que bon, les philosophes ont déjà réfléchi beaucoup sur le langage, vraiment. Et en fait, donc les neuropsychologues font leur travail et c'est très bien. Mais les philosophes ont remarqué l'aspect circulaire du langage. En gros, vous pensez avant de parler. Vous pensez avant de parler. Un enfant, il comprend avant de parler. Alors pour des raisons mécaniques aussi, hein, c'est-à-dire c'est difficile de prononcer les mots, etc. Mais il comprend les choses avant de parler. Et même, en fait, un enfant va comprendre des choses, de manière très mystérieuse, dans le ventre même de sa mère. Il y a des traumatismes intra-utérins, voilà, une psychologie qui fonctionne, en fait, dès le ventre de la maman. Et donc, l'intelligence et la pensée fonctionnent déjà. Le seul problème, c'est que sans le langage, cette pensée est confuse. Et donc, c'est un boogie-boulga de trucs qui sont, d'ailleurs, qui font très peur. Regardez, un enfant qui a peur, tant qu'il n'a pas exprimé sa peur, ça prend des proportions absolument monstrueuses. Quand un enfant n'a pas exprimé sa colère, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc vous avez raison sur une chose, c'est que au bout d'un moment, le langage va permettre de fixer ce qu'on appelle des concepts. C'est-à-dire que, et regardez, tout le monde en fait l'expérience. Vous vivez une énorme tristesse, quelqu'un vous dit « ça va ?» Vous vous dites « oui, ça va ». La personne revient et vous dit « tu es sûr que ça va ?» Là, à ce moment-là, votre intelligence fait quoi? Elle regarde réellement la vie affective et la vie intellectuelle et elle va essayer de l'exprimer. Elle va dire « en ce moment, ça va pas trop parce que… » Et à ce moment-là, la personne qui est en train de vous le dire se met à pleurer. Alors qu'avant, elle tenait. La réalité qu'elle vivait à l'intérieur n'a pas changé. Elle vit bien le deuil, vous prenez n'importe quelle souffrance un peu grande, hein, vous voyez. Mais au moment où elle va dire, en ce moment ça va vraiment pas top, et à ce moment-là, elle se met à pleurer. Pourquoi? Parce que l'intelligence qui conceptualise, c'est-à-dire qui est capable de mettre des mots sur une réalité, une similitude intellectuelle qu'elle a perçue, eh bien à ce moment-là, en fait, elle fait exister. Et ce que vous avez dit, par exemple, par rapport à la couleur, ça se trouve aussi chez les Grecs. Les Grecs, par exemple, ne parlent jamais de bleu.
Le bleu n'est pas une couleur qui semble exister. Ça n'existe pas. Et donc il dérive, c'est un mélange de violet, de machin, enfin voilà. Et donc on se dit, mais comment il pouvait... Qu'est-ce qu'il voyait? Qu'est-ce qu'il voyait réellement? Alors c'est une question, c'est un peu mystérieux. Bon, ça, on n'aura pas forcément trop la réponse, parce qu'on ne peut pas se mettre à la place de l'expérience sensible de l'autre. Mais il faut bien comprendre que le langage, c'est de l'ordre principalement de l'intelligence spéculative. Dans l'ordre de l'intelligence pratique, le langage, en fait, il ne faut pas le prendre par rapport aux matériaux du langage, il faut le prendre par rapport à la démarche intellectuelle. Dans l'intelligence spéculative, vous êtes dans la réception de la réalité. Dans l'intelligence pratique, vous êtes dans l'imposition d'un ordre dans la réalité. Et donc, c'est complètement différent. Et le langage peut vous servir, en fait, dans l'intelligence pratique, mais en tant que tel, il vous est un peu moins utile. Il vous est utile dans le travail préalable, c'est-à-dire j'apprends voilà, comment ordonner un coffre, ça c'est une valise, ça prend tel... Bon, bref, voilà, ce genre d'expérience, mais c'est beaucoup moins utile que dans l'ordre de l'intelligence spéculative. Regardez dans l'intelligence spéculative, plus vous avez de langage, plus vous avez un esprit de finesse qui se dégage. Vous êtes capable de voir des choses et de vous intéresser à des choses, tout le monde s'en fiche. Vous voyez, par exemple, moi, un mot qu'on utilise très peu, la délicatesse. Vous voyez, on en parle très peu, t'es délicat, t'es machin. La délicatesse. Pourtant, c'est une vertu, la délicatesse. Et bien, à partir du moment où vous avez ce mot-là et que vous savez que c'est une vertu, que vous essayez de le définir, eh bien, la réalité de la délicatesse prend beaucoup plus de sens pour vous. La gentillesse. À l'inverse, vous avez des personnes qui vont vous parler du jugement en permanence. Je me sens jugé. Je me sens jugé en permanence. Eh bien, ça devient important parce que l'intelligence a perçu quelque chose. Donc, être intelligent, c'est quoi? Soit vous le prenez d'un point de vue de l'intelligence pratique, c'est-à-dire être capable de mettre un ordre dans les choses extérieures à moi, soit vous le prenez d'un point de vue de l'intelligence spéculative, être capable de connaître un ordre extérieur à moi, ou intérieur, enfin un ordre que je n'ai pas fait en tout cas. Et ça, c'est censé être l'école. C'est censé être l'école. L'école est censée vous aider à faire quoi? À mettre un ordre dans les choses qui sont extérieures à vous. Donc normalement, on est censé vous enseigner l'art. On est censé vous enseigner tout un tas d'activités qui vont vous demander de mettre un ordre dans les choses. Et une activité plutôt contemplative, d'apprendre l'ordre qui préexiste. Les mathématiques, la géométrie, les sciences naturelles, l'histoire, la littérature, et ainsi de suite. Dans quel but? Dans le but de vous rendre intelligent. Le prof qui commence à vendre sa matière en disant « ça vous sera utile pour votre métier », il a perdu. C'est terminé. Moi, je n'ai plus utilisé le théorème de Pythagore depuis que je l'ai appris. Jamais de la vie je l'ai utilisé. Et pourtant, c'était très bien que je l'apprenne. Parce qu'on ne m'a pas demandé de l'apprendre. Je ne l'apprenais pas pour l'utiliser plus tard. Je ne l'apprenais pas pour l'utiliser plus tard. C'est pareil pour la physique, c'est pareil pour la SVT. Le fait qu'on ait tous disséqué des trucs là, pour voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Je veux dire, si on nous dit « ça va te servir pour ton avenir », voilà, mais qu'est-ce que c'est que ça? On m'a fait disséquer, moi, une tulipe. Et après, étudier au microscope, etc. Mais pour mon avenir, ça ne me sert à rien. Par contre, c'est censé éveiller une intelligence contemplative. Le sport. Le sport, c'est vraiment l'intelligence à la fois pratique et spéculative. Le sport solitaire, le sport en équipe, le sport... Enfin, il y a plein de choses que l'école est censée apporter. Et pas Parcoursup à la débile, là, pour donner un métier à des gens. Pour donner un métier, c'est quoi un métier? C'est même pas un métier. C'est même pas un métier. Un métier, c'était un savoir-faire. Donc l'intelligence pratique. Là, c'est quoi? On va leur apprendre à être sur des tableaux Excel. C'est ça. En même temps, le discours de Jules Ferry au sénateur des Vosges en 1884, le rôle de l'instruction publique est d'enseigner aux enfants des classes pauvres le respect des hiérarchies sociales. Tout à fait. Ah oui, non, mais on est tout à fait d'accord. L'école, de toute manière... L'école, dès lors, attendez. Vous dites, moi je suis un spécialiste de philosophie médiévale, donc moi je suis dans un monde, vous n'imaginez pas à quel point on est en grand écart.
Vous me parlez de l'école obligatoire, mais je vous dis, mais il y a un problème. Il y a un problème. Vous ne pouvez pas forcer un esprit à apprendre. Un enfant, il apprendra. Et regardez un enfant, tant qu'il n'est pas à l'école, apprendre est un jeu. Dans les petites classes, apprendre est un jeu. Dès lors qu'il passe dans des classes supérieures, il arrête d'apprendre. Il arrête d'apprendre. Et ils sont gavés, les jeunes sont gavés de connaissances pour lesquelles ils n'avaient aucune question. Ils s'en foutent complètement. La Seconde Guerre mondiale, on s'en tape. Sauf quand quoi? Quand finalement on voit des monuments aux morts et on dit qu'est-ce que c'est que ça? C'est des gens qui sont morts. Ils sont morts à quelle guerre? Une grande guerre qui a fait beaucoup de morts. Vous dites ça à un enfant, il a envie de s'intéresser à ça. Par contre, vous lui donnez un manuel, oh là 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 là, la catastrophe. Oui, pardon. Justement, par rapport à ça, est-ce que il n'y a pas justement un pont à faire entre les deux formes d'intelligence, enfin, qui est justement dans la partie éducation, on a toujours séparé les deux, les fameuses voies de garage pour l'artisanat et tout ça, alors qu'en fait, en réalité, il y a plein de pratiques, je me dis, qui demandent ces deux formes d'intelligence quasiment simultanées, dans le fait d'aller mettre de l'ordre dans le but d'un objectif, mais avoir ensuite le retour de cet objectif pour ingérer une connaissance. Complètement. Donc en fait, finalement, on est toujours dans un intérêt et dans l'aller-retour entre les deux. Mais bien sûr. Et c'est pour ça que je vous ai dit, il faut être intelligent pour être philosophe. Ça veut dire qu'il ne faut pas être que des spéculatifs. Si vous êtes que des spéculatifs, mais vous allez être des timbrés. Vraiment, il va y avoir un côté malade. Et vous avez certains philosophes, vous les repérez. Ils sont déconnectés du réel. Et je me rappelle, je crois que c'était vous, Bellamy. On disait, est-ce que finalement il n'est pas confronté à nous... Non, c'était peut-être vous, je ne sais plus. Est-ce qu'il n'est pas confronté à un moment au réel? Ah bah ok, donc il n'était pas philosophe. Vous prenez tous les philosophes de l'Antiquité, tous les philosophes du Moyen-Âge, etc. Ils ont une vie pratique à côté. C'est un peu dans la pensée, chez les philosophes américains, il y a pas mal cette... Mais complètement, mais c'est clair. Dans les universités américaines, clairement, si vous n'avez pas la moitié de la journée au sport, c'est pas possible. Nous, on a 2 heures de sport par semaine. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est diamétralement opposé avec la culture de la philosophie. Et donc, vous ne pouvez pas être intelligent. Et résultat, les philosophes qui commencent à se lancer en philosophie, c'est des gens qui sont débordés d'angoisse ou débordés d'émerveillement. Et qui n'ont pas été nourris, en fait. Nourris et qui n'ont pas cultivé leur intelligence. Parce que normalement, quand vous cultivez l'intelligence, quand vous donnez de la science naturelle à quelqu'un, quand vous donnez et ainsi de suite, vous savez, il y a des super formations, par exemple les compagnons du devoir, ils savent très bien qu'il faut maîtriser la connaissance de l'outil, la connaissance de la matière, avant de pouvoir agir avec un outil et sur la matière. Et donc vous passez un long temps à regarder. Exactement. Et vous voyez ce que vous dites, ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure. Est-ce que la raison, l'intelligence, doit superviser tout ça? Oui, si l'intelligence, c'est l'intelligence pratique et l'intelligence spéculative. Et attention, parce que dans l'intelligence spéculative, il y a une intelligence qu'on néglige énormément qui s'appelle l'intelligence émotionnelle. Dans laquelle? Intelligence spéculative. C'est-à-dire saisir un ordre, parce que l'intelligence pratique, si c'est l'intelligence émotionnelle, ça s'appelle de la manipulation. Vous essayez de manipuler par votre agir l'émotion des autres. Non, quand vous êtes dans l'intelligence spéculative, vous essayez de comprendre l'émotion des autres. Et il y a des personnes qui sont plus intelligents que les autres d'un point de vue émotionnel. Vous avez pardon de le dire comme ça, mais vous avez des personnes qui sont en situation quasiment d'autisme par rapport à l'émotion d'autrui. Et ça, vous voyez, c'est une intelligence qui se cultive. À nouveau, l'école est censée faire ça. Regardez dans la cour de récré comment on a brisé les intelligences émotionnelles. Par le phénomène de cour de récré. La cour porte très bien son nom. C'est plus la cour, la cour comme on a une cour dans un bâtiment. C'est la cour de Louis XIV.
C'est-à-dire vous avez... On se moque. On est en représentation sociale tout le temps. C'est terrible, vous voyez, des jeunes à qui on apprend à mentir dès le début. Parcoursup, on leur apprend à mentir. On leur apprend à dire à la personne qui est en train de les examiner pour leurs études, donc pour normalement un truc de l'intelligence, on leur apprend à se vendre. Et à dire, ah mais clairement vous êtes mon numéro 1. Alors qu'il est le numéro 5. Et on va leur dire, oui mais c'est comme ça que ça marche les affaires. Non mais quelle société tu veux, mon gars? Moi, je me rappelle quand je recrutais des gens pour la licence de philo et de Sciences Po, là, j'appréciais les gens qui me disaient « Honnêtement, vous êtes mon choix numéro 3 ». J'étais heureux. Je me disais « Mais c'est super, ça. Au moins, tu sais ce que tu veux, et puis tu l'assumes. Et c'est bien. » Vous voyez? Et donc, l'intelligence émotionnelle, voilà, il ne faut pas la négliger, parce que sinon, on a très bien des gens qui agissent très bien, des gens qui comprennent très bien. On peut avoir une intelligence artificielle qui peut faire ça aussi un peu, quoi. Alors que l'intelligence émotionnelle, déjà, ça va nous faire relativiser beaucoup de choses. Donc on ne commence pas la philosophie si on n'est pas intelligent. Bon, déjà, vous voyez qu'on évacue beaucoup de gens. La philosophie, c'est pas pour tout le monde. Alors, on va nuancer un petit peu. C'est pas être intelligent, mais c'est au moins vouloir être intelligent. Vous voyez, les différentes écoles de philosophie acceptaient évidemment qu'il y ait des choses qui aient été négligées, et heureusement. Mais ça veut dire qu'il va falloir rattraper. Et ça va être douloureux. Vous voyez, quand vous commencez, moi il a fallu attendre ma 3e année de philosophie. 3e année de licence de philosophie pour que je puisse commencer à me dire, oh là, il faut que j'apprenne. Il faut que je comprenne ce genre de choses. Il faut que j'apprenne à faire ça, il faut que j'apprenne à faire ça, et ainsi de suite. Ça a été terrible, hein. Parce que je me suis rendu compte que j'avais passé mon école à passer à côté. Et à rien faire. Alors justement, au sein de cette intelligence, vont naître des questions. Et il y en a plusieurs catégories. Il y a des questions d'abord sur soi, ensuite des questions sur le monde qui nous entoure. Quand je dis ensuite, c'est pas chronologique, hein. C'est-à-dire, ça peut être des questions sur soi, ça peut être des questions sur le monde, ça peut être des questions sur l'agir, sur la vie, et ça peut être des questions, là c'est les grands timbrés, sur l'être. Alors... C'est timbré ou des mystiques? Oui, non mais timbré ou mystique, tout à fait, oui, vous avez raison. Et d'ailleurs les deux vont souvent ensemble. Ouais, d'accord. Donc on va commencer les questions sur soi-même. Pourquoi je commence par celle-là? C'est pas forcément celle qui nous vient tout de suite, bien que très souvent les enfants se posent des questions identitaires très très tôt. Qui je suis, voilà, est-ce que je suis différent de toi? Alors ils les expriment pas comme ça, mais vous voyez, dès lors qu'un enfant commence à déjà dire son prénom et puis papa ou maman, vous voyez, il y a une position qui s'installe. C'est-à-dire que nous ne sommes pas pareils. En psychologie, on sait, vous savez que l'enfant ne distingue pas d'abord la différence entre lui et sa maman pendant un petit temps, puis ensuite il va apprendre à distinguer. Ensuite, il y a le papa ou la maman, enfin, c'est-à-dire un troisième terme qui vient procéder à une autre séparation, etc., qui va obliger la personne à essayer de se définir. Sur le temple de Delphes, il y avait plein de proverbes, de machins comme ça. Il y avait un qui disait « Connais-toi toi-même ». Et tu connaîtras le ciel et les étoiles. Donc, la première étape, c'est de savoir qui on est. Alors, je vous ai proposé un petit texte de Pascal. Vous avez tous vu, le texte est là, à côté, s'il y en a qui manquent. Un petit texte de Pascal. Et souvent, on l'appelle, ce texte-là, « Qu'est-ce que le moi ?» Alors, j'ai vu que, j'avais demandé qu'on photocopie les choses en vous faisant un texte par page pour vous donner la possibilité de noter des trucs. Je vois qu'il y a eu une réduction budgétaire, donc visiblement, vous avez les 4 textes sur une page double. Donc, voilà, bon.
Prenez à côté. Voilà. Il y a une suite là, Parménide. Non, en fait, c'est celui-là, voilà. Ah, C'est pas hyper bien découpé. Ah, d'accord. En fait, c'est la fin, oui, d'accord. Voilà. D'accord. Mais c'est pas grave. Ouais. C'est pas très important. Alors, les pensées de Pascal. Pascal, c'est un philosophe dit moderne. Il appartient à la modernité. C'est un chrétien converti. Il a eu une grande conversion. Mais alors c'est l'inventeur de la calculatrice, un grand mathématicien de génie. Et il a écrit un livre qui s'appelle Les Pensées. En fait, c'est pas un livre, c'est un recueil de fragments de pensées qu'il écrivait. Et notamment, qu'est-ce que le moi? Alors je vais vous le lire. Un homme qui se met à la fenêtre pour voir les passants. Si je passe par là, puis-je dire qu'il s'est mis là pour me voir? Non. Car il ne pense pas à moi en particulier. Mais celui qui aime quelqu'un à cause de sa beauté, l'aime-t-il? Non. Car la petite vérole, qui tuera la beauté sans tuer la personne, fera qu'il ne l'aimera plus. Et si on m'aime pour mon jugement, pour ma mémoire, m'aime-t-on, moi? Non. Car je puis perdre ces qualités sans me perdre moi-même. Où est donc ce moi, s'il n'est ni dans le corps, ni dans l'âme? Et comment aimer le corps ou l'âme, sinon pour ces qualités qui ne sont point ce qui fait le moi, puisqu'elles sont périssables? Car aimerait-on la substance de l'âme d'une personne, abstraitement, et quelques qualités qui y fussent? Cela ne se peut, et serait injuste. On n'aime donc jamais personne, mais seulement des qualités. Qu'on ne se moque donc plus de ceux qui se font honorer pour des charges ou des offices, car on n'aime personne que pour des qualités empruntées. Ce texte-là met une petite panique, souvent, pour les gens qui s'aiment. Vous voyez? Parce que d'un coup, en fait, se pose la question de savoir, est-ce que je vais être capable de t'aimer tout le temps? Le jour où tu vas perdre la mémoire. Le jour où tu vas, devenir agressif. Le jour où tu vas être défiguré. Le jour où tu vas avoir une couche. Le jour où tu vas... Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Le jour où tu vas être handicapé. Tout ça. Est-ce que je continuerai à t'aimer? Et même, est-ce que je t'aime réellement toi? Est-ce que j'ai accès à toi? Ça, c'est quand on aime les gens. Mais les philosophes, malheureusement, ils vont avoir tendance à appliquer ça à eux-mêmes. Les philosophes ont décidé de prendre en eux-mêmes cette question-là. Qui suis-je? Dans le mythe de la Genèse, il y a un passage qui est très intéressant. C'est que, juste après que les hommes aient péché et mangé le fruit et compagnie, bref, c'est la catastrophe. Quel est le premier acte que Dieu fait? Est-ce que vous savez? Ah oui, pardon. Après que tout le monde s'est pris une grosse fessée. Vous voyez, la femme va accoucher dans la douleur, l'homme va travailler à la sueur de son front, le démon il va ramper par terre. Qu'est-ce que Dieu va faire? Avant. C'est très intéressant philosophiquement. Parce que, vous savez, la Genèse, c'est vraiment une conception psycho-anthropologique de la personne. Avant ça, il les fout dehors, il met les kérobims. Avant de les mettre dehors. Ben, il en dit toutes ces phrases, là. Il aura dit toutes ces phrases, et entre-temps, et on oublie souvent, il va prendre... Comment? Il sort du jardin. Non. Il va prendre des peaux de bêtes et il va couvrir Adam et Ève avec ces peaux de bêtes. Première chose, Dieu a créé les animaux, il n'avait pas prévu de les buter. Pour l'homme, il est obligé d'en buter. Il leur donne des habits, en gros.
Alors bon, il s'était déjà fait des habits avec des feuilles de figuier. Ça marche pas vraiment. Quand vous regardez la tronche d'un figuier, les feuilles sont pas vraiment très utiles pour ça. Mais il faut bien se rendre compte que l'homme, quand il va regarder sa femme, ou la femme quand il va regarder l'homme, ou l'homme quand il va se regarder lui-même, qu'est-ce qu'il va voir? Des peaux de bête. Il va d'abord voir l'extérieur, la superficialité. Il va d'abord voir en plus le fait qu'il est semblable à un animal. Il va plus voir le fait qu'il est semblable à Dieu. Il s'est appétit par son péché. Voilà. Mais surtout, il va devenir une obscurité à lui-même. Comme si, pour les Juifs et les chrétiens, Dieu avait caché à l'homme sa propre identité. Comme si Dieu avait caché à l'homme la propre identité de sa femme. Et d'ailleurs, un des signes de ça, c'est que Adam va rebaptiser sa femme. Il l'avait appelée Isha, et finalement il finit par l'appeler Ève. Et il ne voit que sa fonction procréatrice. Il ne voit plus le fait qu'elle est son égale. Et donc en fait c'est intéressant parce que vous voyez que dès les origines mythiques, mythologiques, et vous trouvez ça en fait dans beaucoup de mythologies, il y a cette idée que l'homme est un mystère à lui-même et qu'il a du mal à se connaître. Qui je suis? Et en fait, la première étape que l'on va essayer de voir, c'est à quoi on ressemble. Et les philosophes vont essayer de savoir à quoi on ressemble. Et qu'est-ce que l'homme? Alors vous avez un Platon qui dit l'homme c'est un ange tombé dans de la matière. Pour Platon, l'homme ressemble davantage à un ange, à un dieu. L'homme a quelque chose de divin et splash, il est tombé dans ce crétin de corps. Donc il faut le rejeter. Et on va se réincarner de toute manière. Donc de toute manière, ça ne sert à rien. Ce corps est un vaisseau. Un tombeau. C'est le jeu Soma-sama, le jeu de mots. Le corps est un tombeau, tout à fait. Parce qu'on oublie. Vous voyez, pour Platon, c'est dramatique pour Platon. C'est-à-dire que pendant 3000 à 5000 ans, vous contemplez des idées absolument merveilleuses, vous êtes dans une vision béatifique totale, vous tombez dans un corps, et résultat, vous perdez la connaissance que vous aviez. Vous perdez tout l'émerveillement, et finalement, vous vous concentrez sur des choses un peu futiles. Aristote arrive et dit non. On n'est pas des anges. Les choses qui nous sont le plus proches, ce sont des animaux. Nous sommes d'abord des animaux. Par contre, on est des animaux qui sommes un peu différents, parce qu'on a une faculté en plus qui vient nous poser des problèmes. Donc on est des animaux raisonnables. Après, vous en avez d'autres qui se disent, non mais attendez, on n'a pas de raison en fait. On n'est pas des animaux raisonnables. On est juste des animaux. Ça, c'est d'autres philosophes. Il y a d'autres philosophes qui vont dire, non, on est d'abord quoi? On est d'abord des animaux politiques. Vu qu'on est en communauté. Il y en a certains qui vont dire, non, en fait, les religieux par exemple, nous ne sommes pas des animaux, nous sommes des personnes. On va y revenir. Et vous voyez, tout un tas de gens essayent de répondre à la question de qui suis-je? Mais vous vous rendez bien compte que c'est la première étape, ça. Si je commence à vous dire, alors je vous apprends une chose, vous êtes un animal raisonnable, vous allez me dire, super. Ça ne change pas ma vie du tout. Alors, ça peut changer votre vie, pardon. Ça peut vraiment changer votre vie. Alors vous comprenez que tout l'enjeu, c'est d'accepter que toute votre animalité est rationnelle. De manière absurde. L'homme ne se nourrit pas, par exemple. L'homme a mis un ordre dans ses repas. Quelle stupidité! Pardon pour le cuisinier. L'homme a décidé de faire une entrée, un plat, un dessert. Vous donnez ça à un animal, le mec ne fait pas d'ordre. Alors en plus, si on met le fromage... En plus, il va faire ça culturellement. Sans parler juste de l'heure. Et l'heure des repas. 3 repas par jour. Attention. Attendez, mais vous voyez, même l'homme, par exemple, ne se reproduit pas. L'homme, il a des rendez-vous galants.
qui peuvent ne pas aboutir sur une reproduction. Il va même être capable de distinguer l'acte reproducteur de la reproduction, faisant de l'expression de cet acte reproducteur, à savoir de l'affection, de l'amour, le plus important. Et la reproduction, bon, ça attendra. Mais tout de l'être animal que nous sommes, en fait, est rationalisé. Et même, soyons plus précis que ça, est spiritualisé. C'est-à-dire qu'il n'y a rien en l'homme qui ne soit pas rationnel, qui ne soit pas raisonnable. Même quand vous faites le mal, même quand vous imitez l'animal, vous êtes pire qu'un animal. Vous voyez, et ça, il faut bien s'en rendre compte. L'animal n'a pas prévu un génocide. Il n'y a que l'homme. La bombe atomique non plus. La bombe atomique, non mais attendez. Par arme de dissuasion. Le but, c'est de faire peur pour éviter de se faire buter. Non, vous vous rendez compte, c'est-à-dire que chez l'homme, la rationalité est partout, pour le meilleur comme pour le pire. Mais ça ne va pas répondre à la question de qui suis-je. Ce qui est rationnel, c'est notre raison, notre intelligence, c'est, ce que je vous ai dit, une saisie d'un ordre qui peut nous dépasser. Et ça ne veut pas dire qu'on va être capable de mettre des mots. Parce que justement, ce dont vous parlez, c'est plutôt de l'ordre de ce qu'on va appeler de la conscience, ou du nommable, vous voyez. Mais en fait, heureusement qu'il y a des choses qu'on n'arrive pas à nommer. Demandez à quelqu'un qui va se marier, pourquoi tu l'aimes? Si par exemple, vous posez la question à quelqu'un, pourquoi est-ce que tu l'aimes? Il vous répond, parce qu'elle est belle, parce qu'il est beau, parce qu'elle est drôle, parce qu'elle est intelligente, etc. Il ne l'aime pas encore. Ok. S'il est en panique, ou elle est en panique, et qu'il vous dit, parce que c'est elle, parce que c'est lui. Innommable. Qui la dépasse. Mais pourtant, qui est éminemment spirituel, rationnel. Vous voyez? Il y a quelque chose. Et c'est pour ça qu'en fait, ne placez pas l'intelligence dans votre caboche. Ne placez pas l'intelligence là-dedans. L'intelligence pour un philosophe, elle est partout. Dans le cœur, dans les passions, dans le cerveau, évidemment aussi, dans le langage et tout ça. Mais le jour où, je ne sais pas, un philosophe est confronté à une réalité qu'il ne peut pas nommer, eh bien, il va vivre réellement quelque chose d'éminemment spirituel. J'avais un de mes profs qui était phénoménologue et qui a vécu une expérience mystique qu'il n'arrivait pas à comprendre. Et la philosophie ne l'aidait pas. Et en fait, il n'était pas chrétien du tout. Mais il a vécu quelque chose, voilà. Et il a fallu qu'il tombe sur un livre de Thérèse d'Avila et de Thomas d'Aquin. C'est-à-dire qu'il a lu le De Ente et Essentia de Thomas d'Aquin et il a lu le Château intérieur de Thérèse d'Avila pour se dire « Oh punaise, c'est ça que j'ai vécu ». Et pourtant, Thérèse d'Avila comme Thomas d'Aquin disent ce dont nous parlons, nous n'en disons rien. C'est-à-dire que l'être en tant qu'être, Thomas d'Aquin dit bien, on en a plus de connaissances en le niant qu'en l'affirmant. Dire que Dieu est un, pour nous, ça ne nous évoque rien. Ça ne nous évoque pas grand-chose. Et donc ça, vous voyez, le « qui suis-je » animal raisonnable, ça vient répondre à des questions. Ça apaise certaines choses, certaines angoisses ou certains émerveillements. Mais ça ne répond pas à qui je suis. Et donc, qui je suis, il va falloir essayer de le déterminer autrement. Mais bon, oui, pardon. L'animal raisonnable, on n'est pas plutôt sur l'être au sens de l'essence. Si, oui, c'est ça. L'espèce, l'essence, appelez ça comme vous voulez. Je suis en tant individu. Oui, vous avez raison, oui, si. Ouais. Là, on est plus sur des questions qui relèvent de l'être et de l'essence. Tout à fait. Et on va dire c'est très universel. Je suis un animal raisonnable, vous êtes un animal raisonnable, vous êtes un animal raisonnable. Bref, en fait, je ne dis pas qui je suis. Je n'exprime jamais la François-Marie-tude de François-Marie. J'exprime sa nature. Bon, voilà, mais qui est au même titre que la vôtre ou qu'une autre personne. Mais avant de pouvoir y répondre, oui, allez-y. En termes de
ce texte de Pascal, que j'avais oublié, mais je le revois avec plaisir. Il me dérange évidemment tout autant que la première fois. Parce que, il est vertigineux, j'avais bien fait l'oublier en fait. Pardon pour l'angoisse. Mais du coup, on fait quoi maintenant? Parce que, en fait, moi, c'est marrant quand je le relis maintenant avec mon regard peut-être plus adulte, c'est pas en me demandant si je l'aime l'autre, mais du coup, si je m'aime moi, en fait. Ouais. Et là, il y a que plein de. C'est horrible. Super, vous vivez l'angoisse. Voilà, oui. Mais voilà, Oui. on est sur les questions du point de départ. D'accord? C'est le but. Et je suis désolé, mais je vais refiler le bébé à mes collègues qui vont vous donner des cours de philo. Moi, on m'a donné, le cahier des charges qu'on m'a demandé, c'est l'introduction à la philosophie. Donc, mais ne vous en faites pas, il y a des réponses. Ouais. Moi, ce qui m'a gêné, c'est le manque de définition. Et oui. Mais attendez. Il parle de l'âme, qu'est-ce que c'est l'âme? Quelle est la première démarche philosophique de Socrate? Questionner. C'est la question. Qu'est-ce que c'est? Et regardez, quelle est la première question que pose un enfant? Qu'est-ce que c'est? Oh, il va vous dire, c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Et il vous suffit de répondre le nom. C'est un stylo. Stylo! Ah ouais, vous êtes tranquille. Jusqu'à l'âge de 7 ans. Un peu avant même parfois. C'est quoi un stylo en fait, papa? Papa, c'est quoi la paix? Papa, c'est quoi? J'ai entendu dans mon école, c'est quoi une fellation? Et là, vous devez répondre. Et là, vous êtes en panique parce que le mot ne suffit plus. Mais vous voyez, et Socrate est confronté un jour à un vieux monsieur qui s'appelle Protagoras. Et en fait, il veut discuter avec Socrate. Enfin, Socrate veut discuter avec lui. Protagoras est un sophiste. Donc mauvaise réputation chez Platon, etc. Et donc on s'imagine quand on commence le dialogue que Protagoras va se faire rouler dessus par Socrate, le jeune Socrate intrépide. Et Socrate commence à dire, bon, de quoi veux-tu qu'on parle, Protagoras? Et Protagoras dit, parlons de la boue. Et Socrate répond, on va pas parler de la boue, c'est un sujet nul. Et Protagoras répond, très bien, si tu n'es pas capable encore de parler de la boue, c'est que tu n'es pas encore philosophe. Reviens plus tard. Vous voyez, les questions que vous allez avoir, elles vont pouvoir prendre plein de formes, sur plein de domaines. Et parfois, ça va être des petites questions anecdotiques, parfois, ça va être des questions très fortes, très existentielles, parfois, ça va être la question qui va vous habiter toute votre vie. Thomas d'Aquin, 6 ans, se balade dans le monastère dans lequel il est en train d'être éduqué. Il se balade, il questionne, il arrête tous les moines qu'il croise, il pose une question, est-ce que vous la connaissez? Qui est Dieu? Toute sa vie, ça va être sa question. Toute sa vie. Aristote se pose des questions, comment se reproduisent les anguilles? Parce qu'on ne sait pas où elles se reproduisent. Ou alors, autre question d'Aristote, une question qui est éminemment philosophique, moi qui m'a beaucoup perturbé. Pourquoi tous les chiens courent de biais? Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué. Un chien ne peut pas courir en ligne droite. Il court toujours légèrement en oblique. Ouais. J'ai la réponse. Ah, merveilleux! Il a besoin de regarder derrière. Ah, pas mal, ouais. Ouais, je savais pas. Ok. Mais vous voyez, alors Aristote, lui, émet des hypothèses, différence de placement des yeux. Et donc, résultat, en fait, il pense qu'il a une trajectoire rectiligne, alors que c'est une trajectoire courbe. Enfin, bon, voilà. C'est à côté de la question de savoir qui est Dieu, vous avez compris que pourquoi les chiens courent de biais, on s'en fout un peu. Aristote a tout un tas de livres comme ça où il écrit des questions qui se posent. Pourquoi, quand on est bourré, on a froid? C'est des questions de philosophes. Et c'est des questions qui vont vous habiter une journée. Quand vous avez la réponse, c'est bon. Il y a d'autres questions, ça va être un peu plus terrible. Alors justement, il y a des questions qui vont avoir lieu sur le monde. Alors là, je vous ai pris un traité de Sénèque, qui est un philosophe stoïcien, qui s'appelle Sur la Providence. Et il commence son traité. Alors, je vous dis juste, sur la Providence, c'est quoi la question de ce traité? Il écrit ce traité-là pour répondre à la question, comment ça se fait
Si tout est gouverné par une entité supérieure, parce que les stoïciens pensent ça, que tout est gouverné par une divinité, comment ça se fait que les gens de bien s'en prennent plein la gueule? En gros, la question du mal. Comment ça se fait que, alors qu'il y a des gens qui font le bien, c'est eux qui en prennent plein la poire? Et donc, il commence en disant, il est superflu pour le moment de prouver que ce vaste univers ne peut subsister sans un être conservateur. Que ce cours des astres si régulier dans sa diversité n'est point dû au brusque mouvement du hasard, ce que le hasard fait surgir étant sujet à des perturbations fréquentes et à de promptes collisions. Qu'au contraire, une loi éternelle ordonne cette marche rapide et harmonieuse qui emporte toute l'immensité des terres et des mers et ces éclatants luminaires qui brillent rangés dans l'espace. Qu'un tel ordre n'est pas le produit de l'errante matière, que des agrégations fortuites ne s'équilibreraient avec l'art tout-puissant qui fit asseoir immobile la terre et son énorme masse, pendant qu'elle voit les cieux fuir si vite autour d'elle, qui pour amollir la terre versa les mers dans leurs bassins, sans qu'elles se sentissent grossir par les fleuves, qui enfin, de germes imperceptibles, fit naître de si grands végétaux. Que dis-je? Tout ce qui paraît désordre et irrégularité, à savoir les pluies, les nuages et leurs chocs d'où jaillissent les foudres, les incendies vomis par la cime des monts entr'ouverts, les secousses du sol ébranlé, tous les mouvements qu'enfante autour du globe la partie orageuse de la création, quoique subis, n'arrivent pas sans dessein. Ils ont leur raison. Comme ces phénomènes qui, vus hors de leur lieu naturel, paraissent des prodiges tels que les eaux chaudes au milieu de la mer, et ces îles nouvelles qui tout à coup montent à la surface. Et quand on voit la mer mettre à nu ses rivages en se retirant sur elle-même, et dans un court espace de temps les couvrir à nouveau, croira-t-on que c'est une aveugle impulsion qui tantôt repousse et refoule les ondes vers le large, tantôt les chasse et les renvoie précipitamment regagner leur place? Si l'on observe surtout que ces eaux s'enflent progressivement, ont leurs heures et leurs jours marqués, et vont croissant ou décroissant suivant les attractions de la lune qui règle à son gré ses évolutions marines. Vous voyez, là Sénèque, qui n'est pas chrétien pour un sou, Sénèque. C'est beau, hein? Oui. Sénèque s'émerveille de l'ordre de l'univers. Et sauf que vous vous rendez compte que cet émerveillement n'est pas « Oh, que c'est beau la nature !» C'est très précis. On voit qu'il s'est interrogé sur le phénomène météorologique, sur le phénomène, des marées, sur le phénomène des végétaux, sur le phénomène de tout ça. C'est quelqu'un qui avait des questions sur le monde et qui, se questionnant sur le monde, se rend compte qu'il y a un ordre dans ce monde. Et on peut avoir des questions tout à fait légitimes sur le monde. Et nous avons des questions qui sont sans réponse sur le monde. Comment le monde a commencé? Vous voyez, mais ça, pour un grec, le grec ne se pose pas la question, les latins non plus, le monde est éternel. Mais pour nous qui avons cette idée-là de la théorie d'une grande dilatation matérielle qu'on appelle le Big Bang de manière un peu métaphorique, eh bien comment ça a commencé? Et le problème du service catholique, ou du service religieux, vous le prenez n'importe quand, mais comme je m'adresse à des futurs peut-être théologiens, je parle des catholiques, le problème des religieux de manière générale, c'est qu'à chaque question sur le monde, ils ont une réponse. Et donc, on désamorce la question par une réponse immédiate. Comment le monde a commencé? Dieu l'a créé. Ah, dommage. Parce que Thomas d'Aquin, grand théologien catholique, dit que le monde peut très bien être créé de toute éternité. Mais il y a aussi la science qui peut aussi... Super. Mais il faut bien se rendre compte qu'il y a eu des siècles gouvernés par la religion qui ont fait en sorte que la science avait du mal. Et que ça a entraîné des crises où certains religieux se sont crispés sur des sujets alors qu'il ne fallait pas. C'était pas grave. La Terre tourne-t-elle autour du Soleil? Ou le Soleil tourne-t-il autour de la Terre? Tourne-t-il autour de la Terre? Vous savez pourquoi on a choisi l'héliocentrisme? Pourquoi on a dit que la Terre tournait autour du Soleil? Ou plutôt, pourquoi le Soleil était au centre de notre galaxie?
pour des raisons religieuses. Ce qui est le plus semblable à Dieu dans notre galaxie, c'est le Soleil, donc il faut que tout tourne autour de lui. Les Grecs pensaient que la Terre était au centre. Pourquoi ils pensaient que la Terre était au centre? Pas parce que l'homme était le plus important, c'est qu'il fallait que ce soit l'endroit d'où ils puissent regarder les étoiles. Or, il faut être au centre pour voir toute la voûte céleste. Si on était sur un côté, on ne pouvait pas voir tout. Sauf que les dieux s'expriment par les étoiles, donc il faut qu'on puisse voir toutes les étoiles. Donc chacun avait sa représentation du monde. Bon, le philosophe, le scientifique, parce que vous vous rendez compte que en fait ça se croise à ce moment-là, va se poser des questions sur le monde. Va vraiment se poser des questions sur le monde. Qu'est-ce que c'est que la cellule? Qu'est-ce que c'est que le cancer? Qu'est-ce que c'est qu'un vaccin? Qu'est-ce que c'est? Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Le philosophe va se poser vraiment des questions. Et dans un but, soit d'angoisse, de répondre à une angoisse, soit de répondre à un émerveillement. Il peut y avoir les deux. Et comme l'homme fait partie du cosmos, eh bien ça nous renseigne un petit peu sur notre place dans l'univers. Alors ensuite, pour se renseigner sur l'homme aussi, on a une question, c'est la question sur l'agir. Alors là, je vous ai pris un texte d'Aristote. Une fois n'est pas coutume. Tout art et toute recherche, de même que toute action et toute délibération réfléchie, tendent, semble-t-il, vers quelque bien. Aussi a-t-on eu parfaitement raison de définir le bien, ce à quoi on tend en toutes circonstances. Toutefois, il paraît bien qu'il y a une différence entre les fins, entre les finalités. Tantôt ce sont des activités qui se déploient pour elles-mêmes, d'autres fois, en plus de ces activités, il résulte des actes. Dans ce cas, j'ai loupé ma ligne. Dans ce cas, on constate certaines fins, en plus des actes. Les résultats de l'action se trouvent être naturellement plus importants que les activités. J'ai oublié de faire une pause parce que Aristote, vous avez remarqué son style, il est parfaitement compliqué. Aristote dit juste une chose, à chaque fois que l'on agit, c'est pour un certain bien. Quelle que soit notre action. Quelle que soit notre action, c'est pour un certain bien. Donc ça veut dire que toutes nos actions sont finalisées. On agit pour quelque chose. Il y a un but. Il y a un but. Sauf qu'on distingue entre deux types de buts. Soit on a des buts qui sont l'activité même, soit on a des buts qui sont le résultat de l'activité. Il va donner des exemples un peu plus tard. Et en fait, je vais pas lire la suite du texte, je vous invite à le lire plus tard, comme ça je gagne un peu de temps. Par exemple, le but d'un architecte, c'est de construire une maison. Son but à atteindre, exactement, il le dit dans l'introduction à la philosophie, son but à atteindre, c'est la maison à construire. C'est pas la construction en tant que telle de la maison. Eh bien, en l'homme, il y a cette recherche-là aussi de savoir s'il y a des actions que je fais pour elles-mêmes ou des actions que je fais en vue d'autre chose. Et quand vous vous demandez quel est le sens de ma vie, vous questionnez la finalité de votre vie. Quel est le but de mes actions? Et vous voyez, quand vous commencez à questionner les jeunes sur la question Parcoursup, voilà l'orientation, je vais faire une école de commerce. Pourquoi? Pour avoir un métier. Pourquoi? Pour gagner de l'argent. Pourquoi? Pour pouvoir fonder une famille. Pourquoi? Pour avoir des enfants. Pourquoi? Pour qu'ils puissent être éduqués. Pourquoi? Pour qu'ils puissent avoir une bonne école de commerce. Pourquoi? Pour qu'ils puissent travailler. Pourquoi? Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et si vous présentez ça comme ça, la personne elle est désespérée. Une grosse angoisse sur sa vie. Elle se dit, mais ça n'a pas de sens en fait ce que je suis en train de faire. Eh bien oui, ça n'a pas de sens. C'est peut-être pas le sens pour lequel tu le fais. Comment? Oui, c'est exactement. C'est vraiment un supplice grec, quoi. Et vous voyez, la question sur l'agir va questionner quelque chose d'éminemment personnel, c'est-à-dire que vous allez être confronté à votre personne. Donc là, vous n'êtes plus confronté à l'animal raisonnable, en fait, dans votre agir. Vous êtes confronté à vous. La François-Mariétude de François-Marie se révèle quand? Dans son agir. Et vous voyez, on dit souvent,
il ne faut pas identifier l'agir et l'être. On est différent de ce que l'on fait. Surtout en régime chrétien, attention, on condamne bien évidemment le péché, mais on aime le pécheur. Eh bien, en philosophie, on va dire, attention, ce que je fais dit ce que je suis. Et donc, il y a un moment, si je veux me connaître, eh bien, il faut que j'analyse mon agir. Et même, il faut que si je veux travailler sur ce que je suis, il faut que je travaille sur mon agir. Si, par exemple, je fais profession de vérité en permanence, avec de grands discours en disant « la vérité, c'est un idéal à atteindre, machin comme ça », mais que je passe mon temps à mentir sur des petits trucs, oh là là, c'est dommage. C'est dommage, ça exprime un gros paradoxe, il faut travailler dessus. Si je me rends compte que je ne suis pas capable de me contrôler sur certaines choses, les addictions, vous prenez n'importe quoi, etc. En gros, des choses qui échappent à ma volonté, ça veut dire que je ne suis pas libre. Si je ne suis pas libre, eh ben, ça veut dire que ma personne est un esclave. Et Aristote va parler d'esclaves par nature. Il y a des gens qui, en raison de la vie ou en raison de ce qu'ils font, eh ben, ils sont esclaves. Ils ne sont pas libres. Libres de quoi? Ça veut dire qu'ils ne sont pas libres d'être heureux. Et à nouveau, intelligence pratique, intelligence spéculative. Je ne suis pas capable de mettre un ordre que j'ai décidé. Et donc la philosophie va poser des questions sur l'agir. Et va poser des questions sur l'agir de ce qu'a dit Aristote, à savoir, ce que je fais, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal? Et là, vous voyez, il faut virer les philosophes timbrés sur cette question-là. C'est-à-dire tous les philosophes du permis et du défendu. C'est-à-dire que Kant, par exemple, toute la philosophie allemande, ce qui est bien, c'est pas ce qui est permis. Ce qui est bien, c'est ce qui me réalise. C'est ce qui me rend heureux. Ce qui est mal, c'est ce qui me désintègre. Ce qui me rend profondément malheureux. Donc, il faut que je me questionne, est-ce que mon agir, là, actuellement, est en train de me réaliser? Et c'est pour ça que les philosophes deviennent timbrés. C'est pour ça que les philosophes se mettent à part de la société très souvent. C'est qu'ils commencent à réfléchir sur des trucs où tout le monde s'en fout de réfléchir à ça. Vous avez des philosophes, là j'aime bien les écouter, philosophes par rapport aux élections européennes, là. Est-ce que je vais voter? Est-ce que voter c'est bien? Mais pas c'est bien, est-ce que c'est permis ou est-ce que c'est défendu? Il y a des gens qui vous répondent, bah oui parce qu'il y a d'autres pays où le droit de vote c'est interdit. Mais on s'en fout. Est-ce que ça me réalise? Est-ce que si moi je donne ma voix à quelqu'un, est-ce que moi si je donne ma responsabilité à quelqu'un, je me réalise? Je ne parle pas en soi, je parle de moi. Et là, vous allez avoir des réponses différentes en fonction des gens. Je vous prends un sujet plus trivial, la question de l'orientation ou du but dans la vie. Dès que je discute avec des jeunes, le but dans la vie, la plupart du temps, faire de l'argent, mettre ma famille à l'abri, et puis kiffer ma vie autant que je peux. Quand vous commencez à parler de l'agir philosophique, etc., mais les gens sont paumés. Et c'est normal. La question sur l'agir, moi, ce que j'aime bien faire, moi, c'est questionner les religieux. Pourquoi tu te mets à genoux? Pourquoi tu te mets à genoux? Puisque tu m'as dit que ton Dieu, il t'avait restauré dans ta dignité de fils, dans ta dignité d'homme libre, etc. Pourquoi tu te mets à genoux? Pourquoi tu fais ça dans tes mains pour prier? Ça, c'est un signe féodal de je me mets comme un cerf dans les mains de mon Seigneur. Pourquoi tu l'appelles mon Seigneur? T'es un cerf? Pourquoi? Vous voyez ce genre de questions? Il y a plein de réponses, hein? Mais vous questionnez l'agir. Et à ce moment-là, vous faites mal voir de la part des prêtres. Parce que résultat, ils disent, mais c'est qui ce mec? Vous voyez, donc la question sur l'agir, c'est elle qui va un petit peu vous déstabiliser. Hein, parce que l'agir, c'est l'agir personnel, c'est l'agir, on l'a vu, politique, collectif. Le philosophe, je peux vous assurer que la plupart du temps, il se tait au niveau politique. Parce qu'il sait qu'en politique, on est face à des gens qui vont travailler de manière dite prudentielle. C'est-à-dire qu'ils vont faire un acte pour arriver à une fin
Vous voyez, par exemple, je reprends le truc, ne me coupez pas s'il vous plaît, je reprends le truc, le confinement. Il y a des gens, non, il y a des gens qui ont dit que le confinement, c'était absolument dramatique. Il y a des gens qui ont dit que c'était tant mieux, c'était ça qu'il fallait faire. Mettez-vous à la place de l'homme politique. De l'homme politique on lui informe, il y a une maladie qu'on ne connaît pas, qui est en train d'arriver. Qu'est-ce qu'on fait? Le philosophe ne peut pas arriver en disant « j'ai la solution ». Non. C'est un acte prudentiel. C'est-à-dire qu'on va poser tel acte, ça va avoir telle conséquence. Il va falloir assumer les conséquences après, par contre. Vous voyez? Et en fait, ça, c'est les questions sur l'agir. On arrive aux dernières questions, les questions des mystiques et des timbrés, les questions sur l'être. Les questions sur l'être. Alors, je vous ai trouvé un texte de Parménide, le présocratique Parménide. Il a écrit un truc de la nature. Alors il vous dit, mais l'être est immuable dans les limites de ses grands liens, il n'a ni commencement ni fin, puisque la naissance et la mort se sont retirées fort loin de lui, et que la conviction vraie les a repoussés. Il reste donc le même en lui-même et demeure en soi. Ainsi, il reste stable, car une forte unité le retient sous la puissance des liens et le presse tout autour. C'est pourquoi il n'est pas admissible qu'il ne soit pas infini, car il est l'être qui ne manque de rien. Et s'il ne l'était pas, il ne manquerait de tout. Contemple fortement ces choses qui sont présentes à l'esprit, quoiqu'absentes pour les sens. Car rien n'empêchera l'être d'être uni à l'être, et rien ne fera qu'il soit dispersé entièrement et de tous côtés dans son arrangement, ni qu'il soit reconstruit. Bonsoir. Là, c'est chaud. On avait dit qu'on ne faisait pas de philosophie avant de dormir. Tout à fait, exactement. Alors, bon, il faut bien se rendre compte que la question sur l'être va être une question abyssale dans l'histoire de la philosophie. Je ne comprends même pas la question, c'est-à-dire pas la question sur l'être. Ok, qu'est-ce que c'est qu'exister? Qu'est-ce que c'est qu'exister? Ouais. Qu'est-ce que c'est qu'exister et comment ça se fait, enfin, pourquoi les choses existent? Ça, ok. Mais qu'est-ce que c'est qu'exister? Ouais. Et en fait, qu'est-ce que c'est qu'exister? Ça va être très difficile comme réponse. Pourquoi? Parce que le mot être est partout. Or, pour définir une chose, il ne faut pas utiliser le défini dans la définition. Ça dépend des langues. Et ça dépend des langues, tout à fait. En allemand, en chinois, il y a trois. mais en grec, en fait, ce qui est génial, c'est qu'ils ont le toainai. Donc, en fait, il y a le mot être, le mot exister qui est présent. Et en fait, il faut bien vous rendre compte que là, on arrive à des questions philosophiques. Cette chose-là, ça existe. D'accord? Qu'est-ce que c'est qu'exister, en fait? Si vous répondez, c'est être perçu par quelque chose, c'est pas vrai. La preuve, vous percevez plus ce truc-là, ça existe encore. Si vous dites, exister, c'est être là. Vous parlez d'un lieu. Mais ça ne veut pas dire grand-chose. Et en fait, pour les philosophes, alors là je vous parle ceux qui vont au-delà de la nature. En grec, la nature ça se dit physis, et au-delà ça se dit méta. Les métaphysiciens, les métaphysiques, c'est ceux qui vont s'interroger sur le fait d'être, l'existence. Et à ce moment-là, en fait, la contemplation philosophique, l'émerveillement philosophique, c'est le fait de dire aucune chose n'a en elle-même son principe d'existence. Là, je vais vous dire des trucs, ça va être que des mots pour vous, mais ça va être drôle. D'accord ? Aucune chose n'a en elle-même son principe d'existence, c'est-à-dire qu'aucune chose ne se donne à elle-même son être. C'est-à-dire que vous-même, vous n'existez pas par vous-même. Le fait que vous êtes là,
existant en ce moment, c'est qu'il y a un être nécessaire qui vous cause puisque vous pourriez ne pas être. Donc ça veut dire que dès que vous regardez quelque chose, dès que vous considérez quelque chose qui existe, derrière, vous avez quelque chose qui pourrait dire « je suis celui qui est ». Voyez ? Et donc derrière chaque objet, le philosophe peut remonter à Dieu. Une des 5 voies de saint Thomas d'Aquin. Oui, même 2. Il y en a 2. Là, je vous en ai donné 2. Ouais. Enfin, sur La nécessité et la contingence. Tout à fait. Ouais. Est-ce que l'existence est ce que l'on peut nommer et l'essence ce que l'on ne peut pas nommer? Non, parce que vous avez plein de choses qui existent que vous ne pouvez pas nommer. Le vide, par exemple. Dieu. Oui, mais justement, lui, il est pas... Il est innommable. Oui, il est innommable. Bon, pas dans le sens innommable, évidemment, mais il est innommable, oui. Mais prenons un autre exemple. Non, mais il n'est pas créé. Non, mais par exemple, une expérience comme quand vous avez votre enfant. Cette expérience-là, quand vous voyez la merveille que c'est, l'expérience de l'émerveillement profond. Il y a plein de... dans l'existence. Oui, mais donc il y a des choses qui existent que vous ne pouvez pas nommer. L'essence, il faut bien comprendre, c'est la nature des choses. Oui. La nature des choses, vous pouvez en nommer certaines. Vous êtes un animal raisonnable, j'ai dit votre nature, vous voyez. Par contre, j'ai pas dit votre essence personnelle, si je puis dire. J'ai pas dit votre identité profonde. Et pour le coup, l'existence semble le dire un petit peu. Vous avez une existence qui est propre. Oui. Mais vous avez raison, je ne peux pas la nommer. Donc l'existence en tant que telle, je ne peux pas la nommer. C'est plus elle que je ne peux pas nommer. Alors, est-ce que c'est ça qu'on appelle l'essence, quand on ne peut pas nommer l'existence? L'essence, c'est la nature d'une chose. Ah bon? Ouais. L'essence, en latin, on dit la quiddité, en grec, on dit lousia. Voilà, c'est c'est la nature des choses. C'est dire les choses. Cette question, vous voyez, ces questions sur l'être, clairement, on n'y arrive pas au début de la réflexion philosophique. Aristote dit on commence la métaphysique normalement après avoir fait de la physique. Super. Et deuxièmement, quand on a 60 ans. Pas avant. Pourquoi? Parce qu'à 60 ans, en fait, on commence à réfléchir sur les choses qui existent sans matière. Normalement, on commence à réfléchir à l'esprit, à l'âme, aux dieux, aux anges, ce genre de choses. Et donc à ce moment-là, en fait, on commence à exprimer des choses qui sont indépendantes de la matière, et donc on envisage juste des essences, et on se rapproche de l'existence. Et à la fin des fins, on arrive à l'être en tant qu'être. Et alors à ce moment-là, vous avez des phrases d'Aristote sur ce genre de choses, où il vous dit l'être en tant qu'être, la jouissance de la jouissance, la bonté de la bonté, la beauté de la beauté. Il a expérimenté quelque chose, et je me rappelle moi d'un professeur qui nous disait, il nous faisait cours comme ça, il avait un stylo, alors, je sais pas, oui, il y a des stylos. Il y a des stylos qui étaient comme ça, il disait, mais vous voyez, le métaphysicien, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde ce stylo-là, et il se dit, ce stylo existe, et l'air entre moi et le stylo, ça existe, et tout ce qui nous entoure, ça existe. Et pour que toutes ces choses-là existent, il faut que celui qui existe par excellence les pense. Ça veut dire qu'en ce moment même, actuellement, celui qui est l'être en tant qu'être pense toutes ces choses-là. Il pense le son de ma voix. Il pense, pour que toutes ces choses-là existent, il faut qu'il soit présent à ces choses. Et donc, résultat, quand vous regardez ce stylo, vous pouvez regarder Dieu. Et là, il s'est arrêté de parler. Et donc, vous voyez, le philosophe n'est pas dans les livres, il n'est pas dans les textes, même si j'utilise beaucoup les textes. Il est d'abord dans l'expérience du réel et dans les questions qu'il a sur le réel. Et à partir du moment où il aura répondu à ces questions-là, eh bien, il y en aura d'autres qui vont émerger, et d'autres, et d'autres, et d'autres. Mais en fait, petit à petit, son angoisse va baisser, ou son émerveillement va se densifier. D'accord? La prochaine fois que nous allons nous voir, ça va être sur une question un peu angoissante, à savoir sur la mort. D'accord? Donc c'est pas la semaine prochaine, mais c'est la semaine d'après. Je sais pas.
Pardon, je vais regarder ça tout de suite. C'est-à-dire, c'est pas le 6, mais c'est le 13. On se retrouve le 13. On s'arrête là. Voilà. Bonne méditation de tout ça. Abonne-toi, FNP, il est beau, il est gentil, il peut te faire marrer. Abonne-toi, FNP, on fera, baby, si fricounet, la philosophie, sans bobo avec des colibris. Abonne-toi, FNP. Abonne-toi, FNP. Abonne-toi, FNP. Si tu ne fais pas, continue de chanter. Ne te fais pas prier si tu veux commenter. Laisse un j'aime si tu veux l'encourager. Et si tu veux faire grandir la communauté, t'as qu'à partager à ta maman, ton frère ou ton pépé. Abonne-toi, FNP. Abonne-toi, FNP. Abonne-toi, FNP. Si tu ne fais pas, continue de chanter. Ne te fais pas prier si tu veux commenter. Laisse un j'aime si tu veux l'encourager. Et si tu veux faire grandir la communauté, t'as qu'à partager à ta maman, ton frère ou ton pépé. Abonne-toi, FNP. Abonne-toi, FNP. Abonne-toi, FNP. Si tu ne fais pas, continue de chanter. Ne te fais pas prier si tu veux commenter. Laisse un j'aime si tu veux l'encourager. Et si tu veux faire grandir la communauté, t'as qu'à partager à ta maman,